Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'international. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les routes. Vous connaissez comme vous et moi l'importance des routes dans le développement d'un pays, d'une nation. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'entretien de ces routes-là. Parce que c'est bon d'avoir des belles routes, c'est bon d'avoir des sauts de moutons, c'est bon d'avoir des échangeurs et tout ça, mais il faut les entretenir. Parce qu'on nous dit souvent, nous, les Noirs, nous n'avons pas cette notion d'entretien de nos infrastructures, que ce soit routières, des immeubles et tout ça, nous ne les entretenons pas. Et pour parler de ça aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Bisselengue, héritier Bisselengue. Avec lui, nous allons parler un peu de cet entretien de route. Très heureuse et bonne année, héritier Bisselengue. Merci beaucoup et à vous pour pareillement, madame. Merci. Héritier Bisselengue, vous passez dans l'international. Je commence d'abord par parler un peu d'un pays d'où vous venez, un pays que beaucoup de Congolais ont peut-être une fausse image, c'est le Tchad. Quand on parle du Tchad, de fois, nous voyons les Mbororo, c'est vrai. Quand on parle du Tchad, on voit la famine. Quand on parle du Tchad, on voit de beaux paysages, le désert et tout ça. Et les routes au Tchad, en N'Djamena, comment se présentent les routes là-bas? En effet, madame, le Tchad, c'est un pays africain comme la RDC. Et les problèmes africains sont presque pareils dans tous les pays. Partout, ouais. Mais nous devons signaler ici que c'est des pays qui mettent de l'accent sur l'importance de routes. De la même manière que la RDC le fait, mais à la différence, je peux dire que quelque part, c'est des pays qui ont mis de moyens pour pouvoir avoir de routes où on peut circuler comme il le faut. Mais comme étant un pays africain, il y a quand même des endroits où vous verrez que les routes ne sont presque pas praticables. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Europe? C'est une vérité en France, aux États-Unis, même ici en Afrique du Sud, parce qu'on dit que l'Afrique du Sud, des apotos, et tout ça, les routes sont impeccables, magnifiques et tout ça. Pourquoi chez eux c'est comme ça? C'est simplement l'entretien où ils ont compris, eux, l'importance d'avoir des belles routes, des bonnes routes chez eux. Bon, de par sa définition, la route, c'est une infrastructure qui permet aux populations de pouvoir circuler d'un point à un autre et également à faire déplacer un certain nombre de biens et services. Exactement. Et pour ces pays que vous venez de citer, c'est des pays qui ont mis du moyen, qui ont affecté de l'argent tel qu'est mobilisé pour l'entretien des routes après que ces routes soient construites. Et à la différence de chez nous, je dirais clairement que nous avons des routes qui, par moments, ne sont pas bien entretenues. Qui ne sont pas bien entretenues. Quand vous construisez une route, évidemment, il faut l'entretenir. Une route, c'est comme un être humain. Nous naissons et au fil des années, nous pouvons avoir des maladies, des malaises et le corps doit être soigné. Et si vous ne soignez pas votre corps, vous imaginez la conséquence. Donc, c'est comme les routes. Hein. La route, une fois construite, pour qu'elle demeure longtemps, telle que sollicitée, telle que la route est utilisée, telle qu'elle est consommée, il faut l'entretenir. C'est tout le plan. Mais à l'époque, sous l'époque coloniale, héritier Bisselengue, je sais que vous êtes de la province orientale, j'y suis allé, mais l'état des routes à Kisangani, moi j'étais, je ne sais pas si c'est arrangé aujourd'hui, à l'époque où j'étais allé, les routes étaient carrément défoncées et tout ça. Et pourtant, sous l'époque coloniale, on nous dit que la RDC était reliée entre elles, même si les routes n'étaient pas asphaltées, mais il y avait quand même des routes, comment on appelle ça, en terre battue. Hein? En terre battue. Voilà, il y avait des routes en terre battue partout en RDC. Et qui prenait soin de ces routes? C'était des cantonniers à l'époque, si je ne me souviens. Si je ne me trompe pas, c'était des cantonniers à l'époque. Voilà, l'état d'une route ne peut être constaté que par la sollicitation qu'elle subit, c'est-à-dire les agressions de véhicules et de tous les engins qui sollicitent pour pouvoir se déplacer. Donc, si à l'époque coloniale, il y avait des routes entretenues, que ce soit des routes asphaltées, tout comme des routes en terre battue, et ces routes se maintenaient à l'état parce que naturellement elles étaient entretenues. Et à la différence d'aujourd'hui, c'est que à l'époque il n'y avait pas beaucoup de trafic. Donc une route en terre battue qui ne subit pas beaucoup de sollicitations, pas beaucoup d'agressions, naturellement cette route va se dégrader lentement ou mettra du temps pour pouvoir se dégrader. Et si elle est entretenue, donc elle mettra encore très longtemps. Et aujourd'hui, nous avons des routes en terre qui malheureusement sont très sollicitées au vu de l'importance du trafic qu'il y a aujourd'hui. Donc avec le trafic qui s'est accru dans le temps, donc il est tout à fait normal qu'une route en terre battue qui n'est pas entretenue assez régulièrement, et surtout que vous allez constater avec moi que dans la situation géographique de la RDC,
nous nous retrouvons dans des forêts, nous nous retrouvons dans des marécages, nous nous retrouvons dans des savanes. Et la, 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 la différence, c'est que quand vous vous retrouvez dans des zones comme ça, quand il pleut abondamment et qu'il y a c'est la beaucoup de catastrophe, ça. sollicitations, avec l'entretien qui ne suit pas, naturellement, la Les route images sont quand même assez catastrophiques quand on voit le Congo profond. C'est catastrophique. catastrophique. Mais est-ce Oui. qu'ici, Héritier Bisselingue, il n'y a pas une structure ici qui doit aider à entretenir ces routes ici en République démocratique du Congo quand même? Est-ce qu'il y a Ok. quand même des structures qui sont là pour ça? L'État congolais a prévu, au travers d'une loi qui avait été votée au Parlement, c'était autour des années 2008, si je ne me trompe pas. Et cette loi avait porté création je dirais, d'une structure étatique en charge de mobilisation ou encore de gestion des recettes euh, permettant l'entretien de nos routes. Ça s'appelle le FONER. Donc le FONER existe qui est sous la tutelle administrative du ministère des Finances, mais techniquement Ah, parlant, pas elle de répond, transport, elle, non. je dis administrativement, elle Oui. répond, le fonds répond au ministère des Finances, mais techniquement parlant, le Fonds national d'entretien routier répond au ministère de ITPR Ok. et en même temps du ministère des Transports. Donc ces fonds étant créés avaient comme mission de pouvoir canaliser ou encore gérer tous les fonds perçus de par la sollicitation des routes. Entre autres, je peux citer, nous avons différents frais, par exemple les péages, les différents péages que nous voyons. Et dans le péage, vous avez beaucoup Péage, de... mesdames et messieurs, c'est l'argent que nous payons pour traverser. Ok. Voilà. C'est C'est comme comme à une l'entrée taxe. de Matadi, hein. Voilà, Pardon, c'est pardon, à l'entrée du Bas-Congo, par à exemple. l'entrée tout comme à la À la sortie. sortie. Sur toutes les routes, cela existe. Ah, Sur ok. toutes les routes du Congo, cela Ok. existe. Mais ce qui Donc, est beaucoup plus perceptible, perceptible, c'est par la nous route. qui sommes à Oui, Kinshasa, c'est c'est... Bas-Congo. Voilà, route Congo central, pardon. Congo central. Congo Alors, central. ces fonds ou encore ces frais sont perçus et versés dans ces comptes spéciaux qui est le compte de Foner et pour que ces routes qui sont sollicitées par ces mêmes automobilistes soient entretenues. Mais là, je dois dire que ce n'est qu'une partie, et c'est d'ailleurs la partie minime de ce qui constitue toute l'assiette du Foner, parce qu'en réalité, le Foner a beaucoup d'assiettes. Et l'assiette la plus importante que perçoit le FONER, c'est sur la redevance pétrolière. Donc, la redevance pétrolière dans le sens de la quotité perçue de par la structure des prix des produits pétroliers à hauteur de 10% de chaque litre de pétrole ou encore carburant acheté. Donc, les 10% sont déversés pour le compte des FONER. Et cela, par la suite de beaucoup de mécanismes, beaucoup de modèles de calcul mathématiques, vous comprendrez avec moi que le FONER perçoit énormément d'argent pour pouvoir Mais énormément. financer les routes. Héritier Bisselgue, vous l'avez dit, le FONER reçoit énormément d'argent. Mais comment expliquer cet état pitoyable de nos routes en République démocratique du Congo? Même ici dans la capitale, je ne sais pas, le FONER, c'est pour tout le pays, non? Le FONER, c'est pour l'ensemble du pays. C'est l'État qui a mis en place cette structure. C'est pour tout le pays, mais réduisons un peu. Seulement, prenons Kinshasa, c'est quand même la capitale, bien que la RDC, c'est pas que Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est quand même la capitale, le miroir de la RDC. Il y a des routes dans un état pitoyable, désastreux. La route de Kimwenza, par exemple, il y en a partout. Hein. Comment expliquer cela? En tout cas, si je ne peux que revenir sur ce que vous venez de dire à peine, parce que il y a quelques 4 à 5 jours, j'ai été à Kimwenza. Et c'était vraiment sous un regret terrible parce qu'il y a 2 années passées, cela était déjà pas bonne par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est encore grave. Mais en réalité, de manière générale, pour la ville de Kinshasa, madame, je dois dire qu'en réalité, les fonds perçus par les FONER, ce n'est que l'encadrement d'un financement participatif. Parce qu'en réalité, tout ce que perçoit le FONER, c'est l'effort de chaque Congolais. C'est-à-dire, c'est chaque Congolais qui paye en avance sa route déjà. Normalement, c'est ça. C'est un peu comme un prépaiement. C'est-à-dire, quand nous payons le carburant, pour ceux qui n'ont pas d'automobile, de véhicule, en payant le taxi, le chauffeur du taxi sollicite du carburant. Et c'est ces carburants qui permettent à ce que le moteur de véhicule soit actionné pour que enfin le pneu sollicite les routes et qu'à par moment ces routes sont dégradées par les effets de ces sollicitations. Donc, naturellement, les routes de Kinshasa sont payées d'avance. Du moment où nous payons du carburant, il y a déjà le frais payé pour pouvoir arranger ces routes. Donc, assister à l'état dans lequel nous nous retrouvons,
d'avoir des routes mal Aussi, entretenues, aussi dégradées, je dirais que quelque part, c'est par la suite de non-orientation ou encore de non-affectation des fonds perçus effectivement pour les travaux de ces routes. mais ce n'est que le FONER qui doit constater la dégradation des routes, ou il y a d'autres instituts qui constatent la dégradation et puis on Non, parle au FONER et le FONER voilà, agit. Comment ça voilà. se passe? De par la loi, le FONER n'est là que pour gérer le fonds et en même temps orienter tel que les besoins sont définis par ce que je venais de dire ici, le ministère de tutelle. Il y en Donc c'est le a ministère des tutelles le qui doit ministère des tutelles constater... au travers différentes structures étatiques, différentes cellules. Je peux citer ici la cellule des infrastructures. Il y a beaucoup de directions telles que de voirie, il y a des routes nationales, il y a les directions de voies, de dessertes agricoles. Donc tout cela mis ensemble, chaque structure ayant fait un constat et que le gouvernement parvient à définir les priorités. Et c'est dans ces moments-là que C'est le ministère des Finances qui le débloque ministère, l'argent, voilà, le ministère des ok, Finances oriente et tout, oriente et le et FONER qui gère ces fonds des caisses pour pouvoir pour des... privilégier Ok. les projets qui sont prioritaires par rapport à la politique gouvernementale. Héritier Besselingue, une petite estimation. Combien le FONER peut encaisser par mois? Vous en Bon, avez une idée? nous avons mené une étude pendant quelques années. Et dans ces études-là, nous étions rendus compte que le FONER, si nous ne pouvons parler que de la redevance Mhm. pétrolière, je dirais que le FONER avait perçu beaucoup d'argent, ou encore perçoit chaque année beaucoup d'argent. Même, nous avons constaté, par exemple, si je peux prendre une plage, partant de 2013 jusqu'à 2017, le pic n'était atteint qu'en 2014. Et là, c'était après une étude faite sur différentes approches, c'est-à-dire, nous avons procédé par dénombrer, le dénombrement de produits pétroliers ou encore Mhm. carburants tels que consommés. Et nous avons même eu une fois à lire les différentes lois de finances dans le budget annexe pour voir dans le volet recettes et savoir Exactement. combien était perçu par le FONER. Après beaucoup de déductions, beaucoup de modèles mathématiques, faisant une moyenne de toutes ces approches, nous nous étions rendus compte que le pic a été atteint. Bon, parce que déjà, quant à moi, je dois vous dire que ce qui était fait était minime, parce que les réalités n'étaient pas entre nos mains, parce que accéder à différentes données n'était pas facile. Vous comprenez là-bas que, madame, si vous pouvez déjà atteindre un montant, par exemple, de 150 millions de dollars Par an. par an, Ok. et qui n'était perçu que sur la redevance pétrolière, Ça, ce n'est que pour la pour la redevance redevance. pétrolière, qui constitue en réalité autour de 95 ou 90% de l'assiette globale du Fonds national d'entretien routier. Là, c'est hors le péage, c'est hors les différentes taxes liées aux pénalités sur le poids, les charges sur les sièges. Donc, il y a beaucoup d'assiettes qui, comme ça, alimentent le compte spécial pour le FONER. Ce qui permettrait au FONER, en réalité, bon, ce qui permettrait de manière globale aux Congolais d'avoir C'est des routes en c'est bon pour ça état. nous on dit, bon, on a un pays, les Belges nous ont laissé autant de kilomètres carrés. J'avais reçu quelqu'un la fois passée qui nous a dit que nous n'avons que depuis les indépendances construit que 8000 kilomètres de route. À peu près, si je ne me trompe même pas. Donc, c'est même pas c'est même pas le 1/10 de ce que les Belges nous ont légué lors de Ok. l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas une étude vraiment, héritier Bisselingue, pour nous dire quelles sont les priorités, les routes que nous devons faire en premier et tout ça? Parce que chez les autres, en Afrique du Sud, par exemple, moi je sais que dès que vous descendez à Jobourg, vous pouvez aller à Cape Town par voiture, par Ok. bus, Durban par bus, Elisabethville, toutes les grandes villes sud-africaines, à partir de Jobourg, vous les atteignez. Mais chez nous, c'est quasiment impossible. À partir de Kinshasa, Ok. d'atteindre Lubumbashi, Kananga, Kikwit, d'ailleurs, j'ai vu les dernières images, c'est effroyable et tout ça. Comment nos dirigeants ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui l'importance des routes? Moi, je ne comprends pas. Eux qui voyagent, qui voient les infrastructures des autres, comment leurs pays sont interconnectés, comment chez nous on ne comprend pas cela? Ou on détourne carrément l'argent au FONER ou dans les autres institutions. Normalement, je dois dire que si nous voulons développer ces pays, la RDC, quelque part, nous devons doter notre pays des infrastructures routières adéquates qui puissent être à mesure de satisfaire aux besoins locaux, internes.
Et ce qui pourrait même avoir des conséquences sur le pays voisin. Parce qu'en réalité, nous avons des routes qui régissent de la compétence de l'Office des routes en termes de gestion, ce qu'on appelle des routes nationales. Et il y en a autant. On a combien de routes nationales? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Peut-être vingtaine. Une vingtaine de routes nationales. Il y en a beaucoup. Mais les principales que je peux citer ici, c'est que nous avons par exemple la RN1 qui part de Banana dans le Congo central, qui passe par Kinshasa, l'ancien Bandundu, les deux Kasai, ça débouche sur le Lualaba, Likasi, Lubumbashi, Kasumbale, Sapuisa, Kanya. C'est déjà autour de 3000 km. Wow. Là, c'est la route nationale numéro 1. S'il faut parler en termes d'importance, madame, imaginez que le peuple congolais qui veut quitter Kinshasa pour Lubumbashi, s'il n'a pas autant de dollars, peut-être 300, 400, je ne sais pas, il ne peut pas atteindre Lubumbashi. Donc, avec cette route réhabilitée en bon état, un Congolais de Kinshasa peut entrer dans sa voiture et rouler normalement jusqu'à Lubumbashi. Jusqu'à Lubumbashi. Peut-être atteindre l'Afrique australe. Atteindre l'Afrique du Sud, voilà. Oui. Et là, ce n'est que la nationale numéro 1. Et vous imaginez les conséquences, les implications économiques si cette route était en bon état. Donc, si les denrées alimentaires qui proviendraient du Katanga. Du Katanga jusqu'à Kinshasa. Et je peux prendre l'exemple de la route nationale numéro 2 qui part de Mbujimaï, ça passe par Kabinda, ça entre dans le Maniema, ça sort par le sud Kivu, ça va au nord Kivu, ça va jusqu'à Beni. Ça, c'est la RN2. Alors qu'ici à Kinshasa, nous achetons les haricots, imaginez les prix, et que si nous avions des routes avec des véhicules qui quitteraient le nord Kivu jusqu'à Kinshasa. Le coût serait moindre. Voilà, donc le coût de denrées alimentaires qui quittent là-bas serait moins cher. On ne peut atteindre Beni aujourd'hui qu'en avion. Malheureusement, on ne peut même Lubumbashi que par avion, Kisangani que par avion. Ce qui est déplorable. Même la voie fluviale, la voie fluviale n'existe pas non plus pratiquement. Pour arriver à Kisangani aujourd'hui par bateau, c'est impossible. Voilà, donc nous disons ici, madame, que avec toutes ces routes nationales, là, ce ne sont que des routes nationales parce qu'il y en a aussi provinciales. Ok. C'est-à-dire quoi, madame? Imaginez l'importance de la route nationale numéro 3. Si je peux parler que de ça. 3, ça va où? Le numéro 3, ça part de Bukavu jusqu'à Kisangani. Ah oui. De Bukavu à Kisangani. Il nous faut des cartes. Voilà. Je vais essayer d'avoir des cartes. Il faut en avoir même affiché dans des maisons. Oui. C'est parce que des fois, on ne connaît vraiment pas notre propre pays. Donc, de Beni, ça monte vers Kisangani. Ça descend à Kisangani. En haut, et puis ça repart jusqu'à l'Équateur. Vers l'Équateur, jusqu'à Bondo. Bondo, c'est jusque vers Centrafrique, là, vers Bondo. Voilà, l'extrême nord, pratiquement. Oui, l'extrême nord, oui. Et donc, si vous avez, là, c'est la nationale numéro 4. Si vous avez imaginé l'importance qu'il y a sur cette route-là, madame. Est-ce que ces routes sont... Ces routes carrément abîmées aujourd'hui. Ces routes sont en voie de délabrement le plus avancé. Pour ne pas dire disparition, parce que ces routes sont sollicitées. Vous allez trouver sur ces routes-là, par exemple, des kilomètres de véhicules embourbés. Oh là là. Et vous imaginez ce que font comme perte ou encore déficit par les opérateurs économiques. Les aliments se perdent, se pourrissent. Les aliments pourrissent et la conséquence est que la vie devient chère à Kisangani et par conséquent Kinshasa en souffre parce que le trafic de Beni jusqu'à Kisangani permet à ce que les navires prennent la relève pour faire venir atteindre le marchandise jusqu'à Kinshasa et vice versa. Donc vous imaginez tout ce que le commerçant subisse, c'est par la suite de non-entretien de nos routes. Alors qu'en réalité, je venais de dire ici que à partir d'une étude faite, nous avons constaté que pour une année, nous avons atteint par exemple 150 millions de dollars américains. Et si ça peut réhabiliter combien de kilomètres de route 150 millions de dollars par 150 millions de dollars. Un kilomètre de réhabilitation, c'est à peu près combien de dollars? Bon, de manière globale. De manière brève, les gens disent, certains pensent que 1 million de dollars coûterait pour une route. Ça dépend de la nature de route que vous voulez doter à la population, mais en même temps, ça dépend aussi de l'envergure, voilà ce que je voulais dire. Ça dépend de l'envergure de la route. Ça peut coûter plus d'1 million, ça peut coûter moins d'1 million, mais tout dépend de la nature de route que vous voulez donner à la population. Une route périphérique, par exemple, où vous êtes à Maluku, vous êtes par exemple à Mongata, vous foncez vers, je ne sais pas, Kwango ou encore, vous êtes pratiquement dans une zone rurale et que la route n'aura pas beaucoup d'exigences, ce qui fait que vous n'aurez qu'une tracée avec une route aménagée et tout. Mais si vous êtes par exemple dans une ville comme Kinshasa,
la route a beaucoup d'exigences. Vous avez des ouvrages d'assainissement qui dépendent de cette route et tout cela entre dans le coût total de la route. Ce qui fait que, naturellement, une route construite à Kinshasa ne vaut pas le même coût qu'une route construite, par exemple, dans une zone rurale où il n'y a pas beaucoup d'exigences. Donc, avec 150 millions de dollars, c'est beaucoup de kilomètres de route. Là, nous parlons de manière, je peux même dire empirique, parce que madame, vous imaginez que ce n'est pas avec 150 millions de dollars que l'État peut définir une politique de construction des routes. C'est-à-dire que c'est au moyen de prêts, au moyen de financements de manière particulière que l'État pourrait même amasser des milliards. Héritier Bisselingue, c'est bien beau tout ça, mais nous avons quand même un ministère du plan, chers compatriotes. Est-ce que ce ministère-là ne valide pas tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des experts autour du président de la République, par exemple, pour lui montrer tout ça et lui montrer l'importance des routes? Quand même, après les indépendances, on a construit... Je ne vois même pas quelle belle route on a construit après les indépendances. Est-ce qu'on a ajouté un plus-value après le départ des Belges? Je ne sais pas. Est-ce que les Belges ont laissé une cartographie pour nous dire... Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit recommencer à zéro? Je ne sais pas. Les Belges ont laissé des tracés. Des tracés quand même. Des tracés, il y en avait. De routes que vous avez dites, des routes en terre battue, il y en avait. Des routes asphaltées, je peux dire qu'il y en avait aussi. Mais au vu de ce que nous constatons aujourd'hui par rapport au boom démographique, madame, les routes de l'époque coloniale ne méritent plus exister jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire les routes doivent être élargies au vu de l'importance du trafic actuel, parce qu'une route, de par sa conception, tient compte de deux aspects. On tient l'aspect de la qualité du trafic et en même temps de la quantité du trafic. Donc, partant de cela, les experts ou encore le bureau d'études, ceux qui ont... Est-ce qu'on en a d'ailleurs? C'est la question que je Oui, madame, oui, on madame. a des bureaux d'études pour ça. Oui, madame. Mais nous avons... on ne les sent pas. Non, madame, madame. Le problème, c'est que dans notre pays, il y a un problème. Ce que moi, je peux dire maintenant, c'est que c'est un problème de manque simplement non seulement de la volonté, mais nous n'avons pas de capitaux pour pouvoir financer nos projets. C'est juste ça. Nous manquons du capitaux. Nous n'avons pas de capitaux. Ou encore d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Mais par exemple, moi je sais que sous d'autres cieux, Héritier Bisselingue, quand les compagnies minières par exemple ou d'autres compagnies viennent, on les oblige, je sais que des fois on les oblige avant de vous implanter ou quand vous aurez fait des recettes, tracez autant de kilomètres de route, faites ceci, construisez des écoles, faites ceci, ou faites cela. Mais chez nous, toutes ces compagnies minières qui sont ici en République démocratique du Congo, les compagnies forestières et tout ça, ils ne font rien comme compensation, tout de même. Madame, ça c'est un constat malheureusement. Je dirais que, à mon avis, je crois que ce serait plutôt de dire que c'est à l'État d'avoir le pouvoir. Ou encore, cela? Non, c'est-à-dire de faire en sorte que ces investisseurs puissent trouver de l'intérêt dans notre pays. Quelqu'un qui vient chez vous, vous lui dites avant de venir chez moi, commencez à construire votre chambre à coucher, par exemple. Ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est d'abord à l'État de dire, ok, vous voulez venir chez moi, moi je vous construis la route, moi je me limite à tel niveau, votre zone d'exploitation elle est là-bas, et après une politique va suivre là-dedans. Mais lorsque nous pensons que ce sont ces investisseurs qui doivent commencer par construire des routes avant d'implanter leurs usines ici, moi je crois non, que j'ai pas dit avant, j'ai dit peut-être pas en compensation. Oui. En compensation. Bon, là nous reviendrons pratiquement à ce que nous avons constaté, comme pour dire le contrat chinois, par exemple. C'est un peu cela. Mais tout ça, c'est parce que nous, Congolais, nous n'avions pas eu de moyens, comme j'avais dit, les capitaux, pour pouvoir investir et enfin d'avoir des routes. C'est par manque de cela que nous avons dit. C'est comme les trocs. C'est peut-être par manque de vision politique. Ne me dites pas peut-être des moyens. Je ne sais pas, je ne comprends effectivement, pas. Effectivement. Est-ce que nous-mêmes, les Congolais, nous savons qu'est-ce que nous allons faire dans 10 ans, dans 15 ans, quelle route nous allons construire? Est-ce qu'on a ça en tête? C'est un problème de programme. Moi, je dirais que c'est ça. Si aujourd'hui, on vous pose la question, quel est le programme des routes pour Félix-Antoine Tshisekedi? Quelle route il va bâtir aujourd'hui ou rénover? Est-ce que vous savez? C'est là que je dis, c'est un problème de programme, un problème de vision de tout un chacun. Parce que moi, j'applaudirais par exemple quelqu'un qui vienne nous dire qu'ici, moi, je viens pour 5 ans et pour les 5 ans, je ne ferai que des routes. Par exemple, c'est ça. Ça serait marqué dans l'esprit des Congolais pour dire que bon, même s'il n'aura pas fait le 100% de son programme, même à 80% ou à 70%, ça veut dire l'autre qui viendra ferait autant. Mais en réalité, madame, nous souffrons de manque de routes par le fait de ne pas avoir assez de capitaux ou encore assez de financement. Tout cela part de la modicité de notre budget national, madame. Comment voulez-vous que, si nous avons un budget aussi faible, que nous ayons de grandes routes ou encore des routes qui méritent à être d'autres peuples congolais? Donc tout part de là. Normalement, s'il y avait eu des financements adéquats
pour des projets routiers, je crois que nous aurons eu des routes. Mais nous avons quand même 150 millions. Bon, c'est vrai que c'est peut-être peu, mais nous payons quand même les taxes tous les jours, tous les jours. On peut quand même commencer. Il faut toujours un pas pour... on ne sent même pas le premier pas là pour arranger les routes. C'est là que j'ai dit que normalement, quand nous achetons du carburant, ça je l'ai dit, quand nous achetons du carburant, nous finançons déjà nos routes. Ça, il faut que le Congolais le sache. Quand nous achetons du... C'est un peu comme quand vous achetez des unités pour le téléphone. Vous n'allez pas dire que vous achetez des unités. Quand nous achetons des unités pour le téléphone, l'opérateur a déjà son argent. C'est-à-dire, lui a déjà eu avant même son argent, avant que cela nous arrive que vous utilisiez votre... Voilà. C'est de cette même manière que quand nous payons, bien que l'État peut avoir du temps pour pouvoir évaluer afin que cette partie soit versée dans son compte, mais déjà, normalement, nous payons déjà nos routes en avance. Donc, c'est à l'État de nous garantir des belles pour les routes. Pour les cas échéants, je dois dire que on aurait eu plus de routes que ce que nous avons maintenant, parce qu'en réalité, les Congolais payent des routes. Payent les routes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment ça le message. Nous payons déjà nos routes. J. Chibambe, bonne année. Nous payons déjà nos routes, mais l'État ne nous donne pas nos routes. Nous payons, Héritier Bisselingue l'a dit, par l'achat du carburant, nous payons déjà nos routes. Nous payons déjà. Donc c'est à l'État maintenant de rentabiliser cela. C'est ça, c'est la vision de l'État que nous n'avons pas par rapport aux routes. Et à cette allure, Héritier, pour conclure, la RDC risque de disparaître, parce que l'avion n'est pas le moyen le plus économique pour faire avancer un pays. L'avion, vraiment, c'est le moyen peut-être le plus sûr, mais c'est le moyen aussi le plus cher. À cette allure, la RDC va disparaître, ça sera difficile. Un Congolais a difficile, il y a des Congolais, des Kinois qui naissent, mais qui n'ont jamais vu Béni, qui n'ont jamais vu Goma, qui n'ont jamais vu Kisangani, qui n'ont jamais vu Équateur. On n'est pas interconnecté. Le Congolais est impossible à un Congolais de voyager et de découvrir son propre pays, parce que tout est lié. Le tourisme et tout ça, tout est lié. C'est impossible, le Congo risque de disparaître. Ok. Je crois que la vie des Congolais dépend de la qualité de ces routes, de ces infrastructures. Non seulement de la qualité, mais également de la quantité. Parce que le pays est grand, le pays ayant beaucoup de potentialités. Je crois que si cela sont mis en œuvre, sont mis en valeur, nous aurions ce que j'ai qualifié de financement, des capitaux pour pouvoir... Imaginez, madame, ça, ce n'est que lorsque nous prenons en charge. Maintenant, que dire de ce que l'État gagnerait par des différents autres mécanismes? Parce Exactement. que ce n'est qu'une des assiettes pour pouvoir financer les routes. Mais des dotations de l'État, nous avons des legs, nous avons des dons, par exemple, tout ça. On ne peut pas vivre de cela. Donc, si ces fonds sont bien canalisés, nous aurions des routes... Si le FONER fait exactement bien son travail, s'il n'y a pas de détournement... Voilà, mais ici, il y a aussi un problème, madame, il y a aussi un problème que je dois normalement soulever, c'est lié au désordre que je peux même qualifier qui existerait dans le domaine pétrolier. Parce que, madame, nous sommes peut-être à Kinshasa, ici, il y a beaucoup de voies d'entrée de produits pétroliers. Beaucoup de voies d'entrée de produits pétroliers. Ici, nous avons la voie ouest par Angouan à Matadi, nous avons la voie sud par Kasumbalé et Sakanya, et nous avons la voie est, il y a Uvira, Bukavu, Goma, Kassindi, Aroué également. Maintenant, il faut savoir, madame, est-ce que ces pétroles-là sont effectivement évalués par l'État congolais, quantifiés pour que l'on sache à qui est attribuée cette quantité, à qui est propriétaire de telle autre quantité. Pour dire que voilà, quand vous allez vendre votre produit pétrolier, sachez restituer les 10% à l'État pour la construction des routes. Donc vous comprendrez ici, madame, qu'il y a des opérateurs, là plus particulièrement ce sont des indépendants, qui ne déclarent pas valablement leurs produits tels que importés au Congo. La conséquence c'est que moins ils évaluent, moins l'État trouve de l'argent pour pouvoir... c'est vraiment un cercle vicieux, tout ça. À fait, voilà, quand on vous dit que tout est lié dans un État, l'État est un corps, donc quand la tête ne va pas, sachez que les jambes n'iront pas. Quand les jambes n'iront pas, vous souffrirez de la... Donc, tout est lié. Les routes sont... Tout est lié. Tout doit être lié pour que l'État puisse avancer. Merci, Héritier Bisselingue. En tout cas, merci. Nous avons compris que nous payons déjà nos taxes, mesdames et messieurs. Nous payons déjà. C'est à l'État, en tout cas, de nous rendre l'appareil. Et un peu d'ordre dans ces secteurs. Dans plusieurs secteurs, nous sommes dans un désordre organisé en République démocratique du Congo. Et beaucoup de millions de dollars, des milliers de dollars nous échappent. Et voilà où nous en sommes. Nous avons maintenant un budget, en tout cas, le plus maigre d'Afrique, et ça fait extrêmement honte, un grand pays avec autant de potentiel, avec le budget le plus pauvre et la population la plus pauvre du monde. Parmi les populations les plus pauvres du monde. C'est un paradoxe incroyable en République démocratique du Congo. Et voilà, merci Héritier. J'espère que les politiques qui se battent pour les postes se battent d'abord pour l'intérêt suprême
c'est la République démocratique du Congo et pense d'abord au peuple. Le peuple d'abord et les routes ensuite. On se retrouvera la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour une autre émission. Au revoir.